Donc bonjour à tous, merci d'être ici cet après-midi pour cette dernière table ronde de la journée, cette première journée du Festival Écologie et Solidarité. Déjà, avant de commencer, j'ai une petite question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à cette table ronde? Est-ce qu'il y a une raison précise ou est-ce que ce sont les différents intervenants ou C'est l'atelier d'avant qui est dans la même salle. Ah oui, donc vous êtes resté parce que la place était chaude. Très bien. Donc, absolument. Voilà. Alors, donc voilà, donc cette table ronde sera consacrée à l'économie, la technologie, l'humain et le marché. Donc comment intégrer la technologie pour servir le bien commun. Donc cette table ronde interviendront Bruno Dufay, je vais vous les présenter, pas d'inquiétude. Cédric Blondeau, Christophe Dagalier et moi-même, François Coste. Je suis chef d'entreprise, directeur de la librairie La Procure, d'une maison d'édition, et membre également des entrepreneurs et dirigeants chrétiens sur Évry. Alors, la façon dont ça va se dérouler, on va faire une petite courte présentation de chacun, des activités de chacun. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on aura donc une discussion, mais vous pourrez également intervenir lors de cette discussion. Alors, vous me pardonnerez par avance, puisque c'est la première fois que j'ai un rôle d'animateur, parce qu'on devait avoir une journaliste du Pèlerin Magazine qui devait être présente, c'est ça? Et je la remplace un peu au pied levé. Donc, beaucoup donné. C'est mon baptême du feu ce soir, donc merci d'avance de votre bienveillance et de votre clémence. Alors tout d'abord, donc je vous présente Bruno Dufay. Donc vous étiez présent à une table ronde juste avant. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, voilà. Donc Bruno Dufay est responsable du groupe Écologie Intégrale au Centre Pierre Teilhard de Chardin. Donc après un parcours riche et varié dans le monde de l'entreprise, chez Capgemini, Randstad, parce que j'ai regardé votre fiche LinkedIn. Il a travaillé également dans un laboratoire de recherche et soutenu une thèse de doctorat en intelligence artificielle. Donc Bruno Dufay propose des conférences sur l'évolution des technologies, comme actuellement on parle beaucoup d'intelligence artificielle, notamment avec le progrès exponentiel justement de la diffusion exponentielle de ces pratiques dans le monde de l'entreprise et dans l'éducation également, c'est très important. Donc avec ces interventions, il met en perspective des interventions avec également sa passion de la philosophie, de la sociologie, puisque vous avez écrit en 2021 un ouvrage consacré à Pierre Teilhard de Chardin, qui est toujours d'actualité chez Mediaspol. Voilà. Donc ça c'est important de pouvoir préciser cet aspect-là. Donc ce ne sera pas uniquement technique, mais également philosophique, donc ça touche plus au plus profond de notre monde. Ensuite, vous me dites si j'oublie quelque chose. Donc Cédric, est né, c'est un pur essonien, pur jus, né en 74, un enfant de la cathédrale, c'est ça, vous disiez. Vous avez grandi dans le giron de l'aumônerie de votre secteur avec le père Frédéric Gatineau qui vous a ouvert au monde et encouragé à oser des choses pour ouvrir des chemins et développer la confiance en nous. Votre foi a grandi dans des engagements locaux et diocésains, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et après plusieurs années d'expérience professionnelle, vous avez voulu vous engager avec un travail à temps partiel dans le bâtiment et donc avec la spécificité d'accueillir des salariés atypiques. C'est bien ça. Voilà, donc on en reparlera après en fonction des différents points. Pour terminer, donc Christophe Dagalier, vous êtes depuis toujours passionné par la nature. Donc vous avez indiqué qu'à 15 ans, vous avez passé un été marquant auprès d'un cousin, agriculteur maraîcher, c'est ça, dans le pays d'Arles, qui vous a permis de nourrir un lien profond avec la nature, la famille, la terre et le monde agricole. Vous avez été expatrié à Madagascar, donc avec votre épouse, et suite à cette expérience d'expatriation, vous avez été confronté au défi de transformation de la matière première, les matières agricoles comme le coton, et vous avez appris justement sur cette base à allier la qualité et le respect des ressources naturelles pour un bien commun, donc à la fois local pour pouvoir concrétiser des ventes à exportation. Donc de retour en France, vous avez poursuivi une activité à distance avant de lancer une marque de prêt-à-porter en 2008, et en 2021 vous avez concrétisé un projet mûri depuis plusieurs années, c'est valoriser la laine française, donc c'est l'entreprise Mérinos, tout en renforçant des liens entre les hommes, donc les producteurs, la terre, les savoir-faire ancestraux. Voilà, c'est plus qu'une matière, vous disiez, c'est le symbole d'un équilibre entre tradition et modernité.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Et pour terminer, en ce qui me concerne, hop, bon, c'est pas grave. Donc, en tant que directeur de librairie La Procure, je suis également membre, je vous ai dit, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc, en tant qu'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous avons pour mission d'aligner justement notre travail avec les piliers de la doctrine sociale de l'Église, à savoir la dignité de la personne humaine, donc, auprès de nos collaborateurs, des clients, des fournisseurs. On recherche également la mise en place du bien commun. Nous appliquons également les principes de subsidiarité en entreprise, la participation de tous à l'œuvre commune, et faisons en sorte aussi que tout ce que nous faisons, la destination universelle des biens, découle du fond de la recherche du bien commun. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons a une limite naturelle qui impose le respect de la création. Et enfin, pour terminer aussi, en tant qu'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous nous efforçons de faire preuve de solidarité par nos actions en tant que fondation, et également par nos actions de recrutement auprès de toutes les personnes qui se présentent autour de nous. Alors, nous allons parler donc d'économie, technologie pour servir le bien commun. Alors, pour commencer, j'avais un petit paragraphe que j'ai retrouvé dans Laudato Si. Vous connaissez Laudato Si? Oui. Ah, voilà. Donc Laudato Si, donc, dans le paragraphe 156, donc, notre pape François indiquait que l'écologie intégrale est inséparable de la notion de bien commun. C'est un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l'éthique sociale. C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Voilà. Donc ça, on pose la première valise. Donc, fondement, je vais vous poser une première question, c'est pourquoi l'économie doit servir le bien commun, dont l'humain et la création. Donc, si vous voulez bien commencer, vous pouvez... Oui, alors, c'est quand même une très vaste question que vous abordez là. Moi, j'ai envie de traiter juste une dimension, qui est en fait de s'interroger sur l'évolution récente des entreprises par rapport à tout ça, depuis en gros une vingtaine d'années. Ce qu'on a remarqué, si on regarde bien, c'est qu'effectivement, il y a eu une époque où l'économie libérale, le profit, la croissance, il n'y avait que ça, et on faisait les reporting pour cela, et on mettait le management qui savait faire ça, donc il y avait toute une logique qui a été mise en place. Cette logique, je crois, a commencé un peu à céder du terrain, il y a une dizaine d'années. Les EDC d'ailleurs ont participé à cela, Laudato Si a aussi participé à ce changement, et moi il me semble que depuis une dizaine d'années, il y a un changement qui s'opère. On n'en parle pas, parce qu'on parle peu des entreprises en France, hein, mais quand on discute avec les managers, on voit bien qu'ils sont obligés maintenant d'avoir une notion de bien commun. Alors ils ne l'appellent pas toujours comme ça, parce que ce mot bien commun peut être mal connu, mais en tout cas se dire, il n'y a pas que les critères financiers, il n'y a pas que le profit et la croissance, on doit s'occuper mieux de nos salariés, parce qu'on sait que si les salariés ne sont pas bien, on a plus de burn-out, et donc l'entreprise va moins bien. Vous allez me dire c'est évident, ben oui mais voilà, aujourd'hui ça y est, c'est rentré dans le management beaucoup plus qu'il y a 10 ans, et deuxièmement, les investisseurs et leurs clients parfois réclament qu'est-ce que vous faites sur le plan écologique, qu'est-ce que vous faites au plan social, c'est les fameux critères ESG, donc ils sont, j'allais dire, surveillés non seulement sur les profits et les critères financiers classiques, mais on a ajouté un certain nombre de choses. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'évolution me semble être plutôt positive vers le sens que vous dites, que l'entreprise se rapproche du bien commun. Alors, évidemment, c'est pas parfait, on est loin du compte, mais enfin, je voulais, moi, simplement noter ce côté évolution positive des choses. D'accord, très bien. Et ben moi, j'ai pas un regard de chercheur, mais moi, depuis 30 ans, je monte tous les matins dans ma camionnette avec des collègues. Et pour moi, depuis ces 30 ans, le moteur de mon activité dans le travail est de pouvoir aider ces personnes
à retrouver une place dans la société. On a toujours eu avec les personnes qui ont partagé les différentes aventures cette attention et puis je dirais, je pense que pour nous d'abord l'argent n'était pas le plus important et qu'on a toujours eu une simplicité sur les questions économiques, aucune volonté de profit outre mesure, mais vraiment simplement le sens que le travail était quelque chose qui pouvait être important et nécessaire pour aider les personnes à pouvoir se reconstruire ou rattraper un wagon ou rebondir. Toutes les situations sont bien différentes, mais pour ça, pour moi, l'économie, le travail peut être au service de la personne quand il va dans le bon sens. Alors moi quand j'ai monté mon projet donc de valorisation de laine, j'ai eu un parti pris qui était assez fort parce que je me suis dit je veux incarner les choses et j'ai acheté un troupeau de moutons en me disant je vais faire du pastoralisme réel. Et donc je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'incarné. Et ce faisant, et pour aller dans ce que tu disais Bruno, je me suis rendu compte que un des éléments moteurs de l'attractivité de mon projet, c'est venir vivre une expérience auprès du troupeau, auprès du vivant. Et c'est comme ça que, en tant que chrétien, je conduis mon projet. Je ne le dis pas, je ne le clame pas évidemment à mes clients, mais le fait de venir faire des petites transhumances, assister à une tonte et être auprès du vivant, marcher, parler, c'est simplement se relier des hommes entre eux. Et du coup, on sort de juste la notion économique pure et simple d'un échange de biens, d'un échange de valeurs. Et le fait de vivre quelque chose, ça permet justement de servir le bien commun. Et pour moi, le bien commun, c'est l'intérêt des agriculteurs. Et en fait, j'ai un autre parti pris, c'est que je partage la valeur, c'est un parti pris depuis le début, en achetant la laine plus chère que le prix du marché auprès des agriculteurs avec lesquels je travaille. Et l'autre chose que j'ai en tête, c'est que en fait, il me semble qu'aujourd'hui les entreprises ont beaucoup fonctionné sur le rapport de force. En fait, je t'achète le moins cher possible pour revendre le plus cher possible. Et moi, je suis plutôt dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est-à-dire qu'en menant ce projet de filière, qui est un projet de filière agricole et textile, en tirant toute la filière, je demande à chacun d'assurer une excellence produit, parce que notre client final, c'est les entreprises du luxe et de la mode. Et je demande à chacun de monter en gamme en leur disant « nous allons réussir à partager la valeur ». Donc on n'est plus dans le rapport de force, où je te pressurise et je vais essayer de vendre le plus cher possible, mais on est dans un but commun qu'on partage vers plus d'excellence. Et ça, en ce sens, je pense que ça contribue à servir le bien commun. Merci. Alors j'avais un point à ajouter. Donc comme nous devons parler aussi un peu de technologie bien commun, est-ce qu'à votre niveau, quels sont les impacts des nouvelles technologies? Alors ça peut être à la fois, donc on parlait beaucoup de IA, mais par exemple les réseaux sociaux. En tant que libraire, je sais qu'on communique beaucoup avec les réseaux sociaux, les gens connaissent de plus en plus les librairies, les sorties grâce à l'impact des réseaux sociaux. Auparavant, il fallait faire de la publicité, distribuer des tracts. Maintenant, avec un post Instagram ou certains utilisent très bien même TikTok, on peut toucher vraiment la terre entière. Avec l'IA, on peut gagner également beaucoup en productivité lorsqu'on cherche à résoudre un problème ou mettre en place une démarche marketing par exemple, ou quelque chose de base. Et vous, à votre niveau, dans vos structures, est-ce que vous avez l'occasion d'utiliser ces technologies qui sont à portée de main pour justement servir ce bien commun de votre entreprise et à la fois améliorer les liens entre les salariés et les liens avec les clients et les fournisseurs également? Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Oui, je crois que je commence. Moi, sur ce sujet, ça sera assez simple. Moi, l'autre jour, je me disais, je vais bien créer un label 100% sans IA. Donc, je suis loin de pouvoir profiter. Ça peut être intelligence artisanale aussi. Bah, voilà, moi, je choisis celle-là. Elle est très bonne. Donc, moi, je ne suis pas encore à pouvoir imaginer gagner des parts de marché ou développer des choses. C'est pas du tout la dynamique, parce que nous, on est local, c'est le bouche à oreille. Donc
je recherche pas le plus avec ces démarches-là, mais je comprends que ça puisse peut-être être une solution pour d'autres. Alors, évidemment, on utilise ChatGPT pour gagner en efficacité. Je suis très attentif cependant, comme il y a beaucoup de greenwashing dans notre métier, à ce qu'on reste dans le vrai. C'est-à-dire que moi je suis attentif à ce que l'IA ne transforme pas le message. Et petit clin d'œil aussi, l'IA pour nous c'est insémination artificielle. Et comme on est dans la sélection génétique, ça sert le bien commun aussi. Bon, moi bon, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. On fait des conférences d'une demi-journée, des formations d'une demi-journée au Centre Taillard de Chardin sur ce sujet-là. Je vais peut-être juste souligner 3 points. Hein. Le premier, vous avez vu à quel point les réseaux sociaux développent ce qu'on appelle une chambre d'écho autour de nous, hein, sans qu'on s'en aperçoive. Qu'est-ce que c'est que cette notion, on appelle ça aussi la bulle informationnelle, c'est-à-dire que l'outil, en nous apportant des contenus qui nous intéressent, parce qu'il sait ce qui nous intéresse, évidemment, va nous mettre en contact uniquement avec des choses qui nous plaisent et qui confortent nos idées. Et progressivement, on se met à ne discuter qu'avec les gens qui sont d'accord avec nous. Et ça, par rapport à l'écologie humaine dont on a parlé tout à l'heure, où tout le monde n'était pas dans la salle, mais je fais le lien parce que c'est là qu'on commence la fragmentation de la société. Bien sûr, elle est aussi d'ordre politique, il y a des tas de... Mais là se situe déjà le début de la fragmentation de la société. Si chacun nous vivons dans une petite bulle et qu'on est incapable de pouvoir dialoguer avec celui de la bulle d'à côté, eh bien à ce moment-là, évidemment, la société explose en petits morceaux. Ça, c'était le premier point. Le deuxième que je voudrais dire au sujet de l'intelligence artificielle, c'est que oui, il y a des gains de performance indéniables et beaucoup de grandes entreprises investissent pour voir à quel niveau est la meilleure manière d'utiliser ces outils pour gagner en performance. C'est normal. Dès qu'on donne de nouvelles technologies, on cherche à les utiliser au mieux. Simplement, il y a 2 sujets là derrière. Le premier, c'est quand même qu'il y a disparition d'un certain nombre de jobs. Et ça, les chiffres aujourd'hui sont malheureusement très incertains. Hein. Il y a des gens qui disent 30%, d'autres qui disent 60%. Excusez-moi, mais bon, mais déjà 30%, si on prend l'estimation la plus basse, si on supprime 30% des jobs aujourd'hui dans les entreprises, c'est déjà un tsunami monstrueux. Donc il faut quand même que nous, tous, on soit bien au courant que ce gain de performance va entraîner beaucoup plus de suppression de jobs que ce qui s'était passé dans le temps avec l'automatisation des chaînes, les robots dans les usines qui peignaient les voitures. Vous savez, toutes ces choses qui se sont passées dans les années un peu avant 2000 ont eu un impact. Mais là, l'impact, il va être bien supérieur. Donc il faut absolument se préparer à cela. Et c'est ça mon deuxième point, c'est que comment se préparer? Alors il y a les entreprises qui s'en fichent, qui vont dire bon ben moi je me sépare de tous ceux que je peux et donc j'aurai de meilleures rentabilités à la fin de l'année, donc très loin du bien commun. Et puis celles justement, et j'en connais, c'est ça que je veux insister sur le fait que j'en connais qui justement se disent bon, attendez, là, on a 30% de gens qui risquent de perdre leur job parce que tout simplement, on n'a plus besoin d'eux. L'outil fait bien mieux qu'eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et la réflexion est entamée dans certaines entreprises pour des formations intensives, pas forcément à l'intelligence artificielle, hein, à d'autres choses dont on a besoin dans la boîte, à véritablement refaire un tour complet de l'organisation pour voir où on a vraiment utilité à utiliser ces outils et là où c'est vraiment superflu. Et là, on fait le lien avec l'écologie, on en a tout petit peu parlé ce matin, enfin, en début d'après-midi, je le rappelle, ces outils sont extrêmement consommateurs d'énergie, d'eau et de matières rares. Et donc,
Les entreprises aujourd'hui font cette réflexion qui est de dire on va l'utiliser, mais où est-ce que c'est le plus apporteur de bénéfices et le moins casseur de job finalement. Et donc si on fait une analyse de la valeur de cette manière, dans toutes les branches de l'entreprise, on peut arriver à mieux discerner là où massivement on peut l'utiliser et là où on va refuser de l'utiliser pour les questions que je viens de dire ou pour des raisons éthiques. Ça serait trop long de développer. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un certain nombre d'entreprises qui vont foncer tête baissée sans réfléchir, mais un certain nombre sont en train de faire ces réflexions de discernement. D'accord. Merci. Alors nous allons passer maintenant au deuxième point. Alors le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle. Donc c'est le pape François qui le dit toujours dans Laudato Si. Et dans le respect de la personne humaine, on parle aussi de la juste rémunération, la dignité des acteurs de nos organisations. Alors on a la chance d'avoir donc un représentant de l'entreprise du BTP, parce qu'on sait que le BTP est quand même un domaine assez difficile pour les personnes qui y travaillent. Donc parler de dignité de la personne, de la rémunération de la personne, je pense que vous êtes tout indiqué pour pouvoir nous en parler un peu plus. Aussi un vaste sujet, je commencerai par dire que nous on est sur un format de coopérative, donc c'est un modèle spécifique où la répartition des bénéfices, en tout cas chez nous, et au prorata de chaque heure travaillée uniquement. Voilà, donc on a pour moi une répartition équitable et qui n'est pas liée à un diplôme ou à une fonction ou à un salaire, mais simplement à une présence. Voilà, la juste rémunération, c'est une vraie question. Aujourd'hui, si on veut garder des salariés, faut en général les payer bien. Voilà, alors nous on est une entreprise d'insertion, donc on accueille des salariés. La plupart sont payés au SMIC au départ, donc c'est pas glorieux. Mais après, en fonction des situations, ceux qui ont des familles, ceux qui ont des positions différentes, les salaires sont un peu différents. Moi, pour parler de mon expérience de 30 ans, on a toujours payé les salariés en fonction de leurs besoins. C'était ça d'abord le premier critère. Et du coup, en tant que responsable, mes besoins étaient moindres. J'ai eu la chance de construire ma maison, de me chauffer avec le bois que je coupe à côté de chez moi. Donc en général, on était payé dans la tranche basse des salariés. Donc c'est un choix possible qui n'était pas du tout de la souffrance, mais pour nous une justice qui correspondait justement aux paroles qu'on peut attendre de l'évangile, même avant Laudato Si. Donc pour le domaine du textile, où effectivement il y a aussi des rapports avec les producteurs. Alors effectivement, dans ma partie, je vais prendre l'exemple concret de ce que je vis dans mon entreprise. 1 kilo de laine s'achète en général 1 € le kilo, entre 1 € et 1,20 €. Moi je l'ai acheté entre 2,50 et 3 €, vous allez vite comprendre les impacts. Un éleveur qui en fait 6 tonnes par an, donc sur un troupeau de 2500 têtes, ça fait 6 tonnes. Donc vous multipliez 6 tonnes par un écart de à peu près 1,50 €, ça fait 9 000 €. 9 000 €, sachant que l'éleveur gagne 2500 € par an, par mois, net. Vous divisez 9 000 € par 12, et vous arrivez, vous prenez les charges, etc. Ça fait un revenu disponible, un revenu ajouté à l'éleveur de l'ordre de 500 € net par mois. Donc ce que me dit l'éleveur, concrètement, c'est que votre démarche change ma vie. Et pas seulement en termes pécuniaires, mais en termes de la représentation que la société a comme sur lui, en fait, le regard qu'il porte sur son travail. Et là, c'est une autre valeur, donc c'est un peu intangible, mais il n'est pas simplement considéré comme un éleveur qui va élever ses moutons pour la viande, mais il va être considéré comme un acteur de filière qui fait du beau, en fait. Et ce regard-là, en fait, je le partage pour faire le lien avec mes clients et avec mes amis. Je l'emmène dans les estives, dans les alpages. Je passe des moments aussi dans son alpage, la nuit au col du Glandon, avec les moutons, etc. Et donc dans ce rapport, on est là encore, ce partage de la valeur, on se rend compte que le parti pris économique
qui est le parti pris qui dit je vais te payer plus, finalement a des implications et des ramifications qui ne sont pas économiques, mais qui sont de l'ordre de la place que ces gens ont dans la société et le regard que la société porte sur leur travail. Très bien, merci. Bon, là je suis beaucoup plus mal à l'aise pour prendre la parole, puisque bon, vous avez compris que je représente les grandes entreprises, hein, à côté de mes deux collègues. C'est évident que ce sujet de la redistribution est majeur, c'est un peu tabou, on peut dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il y a quand même une réflexion sur les investisseurs. Vous savez, on dit toujours, ah voilà, on travaille pour l'actionnaire, on rémunère. Ok, c'est vrai, il faut bien rémunérer les actionnaires. Je veux dire, là-dessus. Maintenant, à quelle hauteur le faire par rapport à la rémunération des gens qui travaillent et des fournisseurs qui permettent de produire. Donc, ce sont des réflexions en cours, mais je crois qu'on est encore assez loin du temps où on aura une répartition plus juste, parce que, évidemment, chacun cherche à tirer la couverture à lui, et les actionnaires en veulent plus, les dirigeants en veulent plus, etc. Donc c'est vraiment le sujet un peu délicat des grandes entreprises actuellement. Elles savent qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà ça, elles ont pris conscience de la chose, parce que les investisseurs se rendent bien compte que le petit épargnant, les gens comme nous, quand on va à la banque, on a nos exigences maintenant. Avant on s'en fichait, on disait tenez voilà X, je veux du X% par an. Maintenant on dit voilà j'ai un peu d'argent, mais je ne veux pas qu'on le mette dans telle ou telle économie, je veux qu'on l'utilise comme ci, comme ça, etc. Donc les exigences de l'épargnant commencent à changer, ce qui oblige l'investisseur à commencer à changer aussi lui-même. Donc tout ça je suis optimiste pour dire qu'il y aura une sorte de rééquilibrage, parce que sinon on fait fuir les meilleurs, hein, les talents, comme on dit, les meilleurs des entreprises vont partir assez vite si on ne les rémunère pas assez bien, mais si on ne fait rien, on sait qu'il y en a aussi certains qui vont partir. Donc c'est délicat. Merci. Ensuite, la transition écologique dans différents types d'entreprises. Alors, on sait que le BTP est quand même un secteur qui est émetteur de pollution. Donc, à votre niveau, Cédric, qu'est-ce que concrètement vous mettez en place comme transformation? Est-ce que petit à petit vous adaptez l'entreprise? Est-ce que vous sensibilisez vos salariés? Comment est-ce que vous vous engagez dans cette transition écologique? Nous, on a des choix qui évoluent et qui avancent en même temps que la société avance. Mais depuis longtemps, on ne pose pas de laine de verre, on pose que de la laine végétale, sauf quelques exceptions qui confirment la règle. Voilà, donc on a des choix écologiques. La question des déchets, ça c'est quelque chose d'important. On trie beaucoup. Quand on jette d'une fenêtre, et on va casser la vitre, on la sépare du bois. C'est des petites choses qui sont bien ancrées dans l'entreprise. Après, il y a plein quoi. Et du coup, on est loin d'être parfait dans ce domaine, parce que on fait des déchets, on est vraiment... on a du mal à recycler, mais on essaye d'être dans le réemploi avec des bailleurs sociaux qui aujourd'hui sont aussi moteurs là-dessus. Donc il y a quand même une dynamique qui est enclenchée, qui est bien présente. Des filières qui ne sont pas encore vraiment en place, mais le virage est pris, ça avance doucement, mais ça progresse. Très bien. Alors, en ce qui nous concerne, je dirais, il y a deux points. Si on prend le point de vue industriel, transition écologique, c'est beaucoup de normes qu'on respecte, le respect de l'environnement, les normes REACH, Ecotex, GOS, Global Organic Stakeholder Standard, enfin, c'est des normes agriculture biologique, etc. Donc ça, c'est très normatif. Mais je dirais qu'il y a d'autres choses qu'on fait. Je vais un peu vous dire le type de discussion qu'on a avec des éleveurs du plateau de Saclay, des agriculteurs bio du plateau de Saclay.
il y a en fait, en agriculture biologique, ce qui coûte très cher, c'est les passages tracteurs. Donc le gazole coûte cher. Et en fait, il y a des discussions actuellement pour que nos troupeaux fument la terre, et notamment au début de la saison du printemps, quand les blés ont cette taille-là. C'est une pratique qu'on n'a pas encore mise en place, mais qu'on réfléchit à mettre en place pour l'année prochaine. Le troupeau passe, il broute tout, il mange tout, il pousse de blé l'hiver, les mauvaises herbes, ça fait taler le blé. Le blé, ça c'est un truc un peu biblique, le blé va repousser avec plus de vigueur. Et vous allez augmenter les rendements de 10 à 15%. Et ça enlève les mauvaises herbes, en fait. Et donc cette pratique du lien donc de la polyculture élevage, donc on sort de silos où d'un côté il y a l'agriculture qui est poussée avec des engrais, et de l'autre côté il y a l'élevage intensif qui est dans son silo. En fait, le fait de réconcilier l'agriculture biologique avec l'élevage permet des résultats qui sont plutôt vertueux. Voilà, donc c'est ce type d'approche qu'on a aujourd'hui de pas d'ici. Voilà. D'accord. Alors, peut-être pour répondre à votre question, je vais dire une petite chose, c'est qu'au Centre Tailleur de Chardin, on est en train de faire des interviews avec des grandes entreprises sur où est le progrès dans votre entreprise, comment vous considérez, comment vous voyez le progrès. Et je ne vous donne pas tous les résultats de cette enquête, mais il y a déjà une première chose qui m'est apparue, c'est que l'écologie est centrale. C'est-à-dire que les gens disent, voilà, ils n'ont pas dit, le progrès c'est utiliser plus d'intelligence artificielle, ou bien c'est d'imaginer un nouveau produit qui va révolutionner le marché. Ils n'ont pas dit ça, aucun. Ils ont tous dit, c'est d'arriver à produire avec moitié moins d'énergie, c'est d'arriver à faire des produits entièrement recyclables. Et justement, je pense à vous parce que j'ai eu la chance d'interviewer Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, tout le monde connaît Saint-Gobain, évidemment. Il y a énormément de R&D sur les placoplâtres, sur les vitres, sur tous les produits, de façon à ce qu'ils soient à la fois moins chers à produire en termes d'énergie et de matériaux, mais également qu'ils soient plus faciles à utiliser et écologiquement recyclables par les gens, les artisans qui font le boulot. Et alors j'ai trouvé tout à fait sensationnel que immédiatement quand on leur a dit le mot progrès, hop, ils pensent à ça. Et ils pensent, bon c'est un peu plus compliqué que ce que je dis, mais à arriver à intégrer l'ensemble depuis les stratèges de l'entreprise jusqu'à l'artisan qui met en place les placoplâtres ou qui le démonte et qui le met à la déchetterie. Donc ils essayent cette intégration complète de façon à ce qu'il y ait à la fin un bilan carbone meilleur et une quantité d'énergie plus faible. Donc voilà un exemple. Je ne dis pas que toutes les entreprises du monde ont une approche aussi intégrée et aussi vigoureuse, mais une entreprise qui vraiment est à fond stratégiquement dans la transition écologique. Merci. Donc on a vu déjà quelques éléments concrets de l'application justement de la technologie et du bien commun dans vos entreprises. Je voulais ajouter quelques points. Alors par exemple avec Cédric, puisqu'on a parlé tout à l'heure de réinsertion, parce que c'est vraiment une solution concrète pour le monde de demain aussi, pouvoir inclure davantage les personnes qui étaient éloignées du marché du travail dans une activité qui soit pour eux rémunératrice et non pas dépendre des aides. Concrètement, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous faites en plus et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire en plus? Donc nous, on est une entreprise de bâtiment qui réalisons des travaux pour des clients, donc il faut bien faire le travail pour en avoir d'autres. Mais on cumule cet objet à celui d'accueil de personnes éloignées de l'emploi. Et du coup, le travail dans le bâtiment est une excuse pour pouvoir, je dirais, leur permettre de retrouver confiance en eux. Parce qu'il y a des gens qui ont traversé des situations qui les ont fragilisés, qui les ont éloignés du monde du travail. Des questions de santé, des questions de problèmes familiaux, de blessures profondes. Moi, j'ai le souvenir d'un gars de 52 ans qui me dit pourquoi ma mère m'a abandonné. Et
voilà, et cette blessure, elle se traduit la drogue, l'alcool, la rue, et un manque d'amour qui fait que je ne suis capable de rien. Voilà. Donc on essaye, alors c'est un cas extrême, mais dans tous les cas, on essaye d'ouvrir cet espace, que l'entreprise peut être un lieu où on se sent bien, où on est accueilli. Je reprends aussi une des choses pour nous, réaliser des beaux chantiers, et la meilleure école pour pouvoir dire ce que je fais c'est bien, et c'est concret. Après nous, ils repartent pas forcément dans le bâtiment, ils vont repartir, on travaille beaucoup dans le local avec les entreprises pour voir quels sont leurs besoins de main d'œuvre, et à chaque fois qu'on a une réussite, c'est qu'on arrive à faire marcher entre guillemets un patron avec un salarié. Des fois ils vont être tous les deux du Nord, ça va être la chose qui va faire que la chose passe. Voilà, donc c'est vraiment des choses simples, de proximité, avec une attention, quand même une écoute, et c'est là aussi l'avantage du travail manuel et de partager le travail, c'est de pouvoir bien sentir les personnes, bien les connaître, et essayer de trouver des solutions de proximité. Et je pense que c'est, pour moi, je dirais, ce lien humain est souvent la réussite de sortie de parcours, ou d'avancer dans leur parcours, parce que ce lien de confiance est établi. Christophe, à votre niveau, donc vous avez parlé, vous avez donné votre exemple tout à l'heure, des pâtures là, de printemps. Vous avez encore des pistes d'amélioration en termes d'économie circulaire, en termes je sais pas, de régulation qui serait à proposer aux législateurs? Qu'est-ce qui pourrait encore améliorer justement votre activité de manière générale ou plus précise? Il y a plein de pistes. Je pense que nous on travaille avec des industriels dans le traitement de la laine qui sont peu nombreux en France. Il faut voir le contexte, depuis les années 60 on a cassé l'outil industriel, on l'a délocalisé, et aujourd'hui avoir du circuit court en France sur une industrie textile, c'est pas simple, parce que l'outil productif est quand même lourdement taxé, parce qu'on est quand même sur des outils qui sont très capital intensifs, donc avec beaucoup de capitaux investis, et donc le retour sur investissement ne se fait que si l'entreprise est bien chargée, au moins à 90%. Donc moi je dirais, si on veut continuer à progresser, je pense que si on parle du législateur, puisque c'était votre question, concrètement aujourd'hui je suis interrogé par la SNCF pour faire les pubs des contrôleurs dans les trains. Donc ça, c'est la commande publique. Donc si la commande publique s'intéresse à un circuit court, vertueux, à travers une industrie comme Arbrelux qui est basée en Bretagne et une laine qui est française, là je trouve ça intéressant. Le contrepoint de ça, c'est qu'il y a des commandes publiques de tri qui se font à l'autre bout du monde. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une responsabilité des donneurs d'ordre français, des grandes entreprises, de l'État, mais également des grands groupes. C'est mon cas avec Vuitton aujourd'hui, donc j'étais approché, en fait, et ils se disent « Ah tiens, votre projet nous intéresse dans le côté holistique que vous proposez. » C'est-à-dire que nous sommes intéressés parce que vous allez nous faire des économies de gaz à effet de serre, et nous, en tant que grande entreprise privée, nous sommes conscients de l'impact positif que nous pouvons avoir sur une économie autour de nous. Donc je pense que petit à petit, pour répondre à votre question, oui, on peut contribuer, on peut influencer les projets de filière en s'adressant aux donneurs d'ordre et en leur donnant les bons éléments. Voilà. C'est un bon exemple. Oui, je voudrais en fait rebondir sur une chose qui a été dite tout à l'heure aussi, qui concernait le télétravail dans les grandes entreprises. Et quelqu'un a dit, le télétravail dans les grandes entreprises, c'est une catastrophe parce que
il n'y a plus de lien, les gens ne se connaissent plus, etc. Et c'est vrai. Alors, simplement, ce que disait la personne, c'est que on continue à développer et à amplifier le télétravail. En fait, c'est pas vrai. Toutes les entreprises ont à peu près compris qu'il fallait diminuer ou en tout cas verrouiller, surtout pas augmenter. Hein, donc, c'est plutôt vers la diminution aujourd'hui dans les grandes boîtes. Et ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de DRH aujourd'hui, au sommet de leur pile des priorités, ont ce sujet de dire comment je peux recréer du lien, comment je peux refaire des équipes de gens qui se connaissent, comme vous disiez, des gens qui vont bien s'entendre, qui vont s'apprécier, de temps en temps ils ne sont pas d'accord, bon, ça peut gueuler un peu, mais en tout cas, refaire ce lien dans les entreprises, équipe par équipe. Donc ça, c'est le vrai sujet, et je pense que les technos numériques qu'on diffuse un peu partout, qu'on développe, etc., vont malheureusement exactement dans le sens inverse. Donc plus on fait de télétravail, plus on fait d'intelligence artificielle, plus on met des process automatisés par des outils numériques, et moins les gens voient la personne qui va travailler après eux, dans quel ordre les choses se font, quelle est la finalité des choses. Donc ils perdent le sens du travail. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'axe de progression, on va dire, pour les DRH, c'est de reprendre tout ça et se dire, ok, jusqu'où on peut aller et à partir d'où ça commence à détruire le lien social finalement dans les entreprises. Et partant de là, quelles mesures on peut mettre en place pour essayer de reconstituer ce qui a été cassé par le Covid, par le télétravail, par l'IA, etc., etc. Vaste sujet. D'accord, merci. Alors on arrive presque au terme, donc je vais terminer par une petite dernière question qui n'est pas prévue. Donc également, ce que la foi peut changer dans votre travail au quotidien. Donc en quoi être chrétien pour vous change concrètement vos décisions de dirigeant. Et puis aussi vous interviendrez aussi, même si vous n'êtes plus dirigeant pour l'instant. Oui, je ne suis plus dirigeant. Attends de commencer. Bah, la foi, ça change tout. Déjà, c'est croire en ce qu'on fait, surtout dans les moments difficiles, parce qu'évidemment, quand on crée quelque chose de nouveau, on crée des projets de filière, il y a beaucoup de contretemps, il y a beaucoup de galères. Donc déjà, je dirais la foi, c'est la lumière intérieure qui donne l'envie d'avancer. Et puis la foi, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au monde. C'est de se sentir à sa place. Et aussi, c'est d'agir en chrétien, c'est-à-dire agir en chrétien, c'est être certes exigeant, mais respectueux et aimant de ses équipes, et de tous les collaborateurs et de tous les gens qui sont dans la filière, et Dieu sait s'il y en a, donc avec un regard aimant. Et puis aussi moi particulièrement avec les jeunes, puisque forcément je suis amené à embaucher des jeunes, soit en stage ou en alternance, etc. Et là mon rôle de chrétien, c'est que j'essaye d'être avec ces jeunes qui sont avec moi, comme j'aimerais que mes employeurs soient avec mes enfants. Voilà. Bonne réflexion. Donc, oui, j'ai oublié de préciser que vous faisiez partie de la mission de France également, vous aviez un gros engagement dans la mission Oui, de France. gros engagement. Non, mais je dirais, je sais pas si c'est... je vais le dire comme je le dis. Moi, mon premier lieu d'église, c'est le travail. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs je vais moins à la messe le dimanche. C'est pas bien, je sais, Olivier, excuse-moi. Mais pour moi, c'est dans le monde du travail que les phrases d'évangile résonnent, que je pense essayer d'aimer ceux avec qui je travaille. Alors ce mot-là, il n'est pas bisounours, mais simplement d'être attentif et de donner. Voilà. Alors, évidemment, pour les grandes entreprises, le sujet est quand même assez délicat. Pour des raisons de laïcité, etc., on est très discret.
mais je crois quand même qu'il y a deux choses. La première, c'est que beaucoup de managers commencent à se dire il faut arrêter justement avec une laïcité dure qui ignore la dimension spirituelle des gens, et donc il faut être plus décontracté, si je puis dire, par rapport à cela pour libérer la parole. Et c'est un peu sous la poussée des musulmans qui, dans l'entreprise, ont tapé à la porte quand ils n'ont pas les moyens de pratiquer leur religion. Donc ça, c'est une enquête que nous avons faite au Centre Teilhard de Chardin, encore une fois, sur entreprise et spiritualité. On a fait des formations, on a interviewé beaucoup de monde sur ce sujet, et c'était le premier élément quand même important, se dire que la spiritualité qu'on avait absolument bloquée commence à revenir dans le monde du travail. Première bonne chose, je crois. Et puis la deuxième, c'est que je crois qu'on n'a pas assez insisté depuis ces années sur la finalité des choses. Et beaucoup de jeunes souffrent du manque de sens. Moi, je reçois beaucoup de jeunes qui me disent ah, mon job n'a pas de sens, etc. La boîte n'a pas de sens. Rien de sens. Bon, ok. Eh bien, peut-être que oui, ils ont de leur sujet à eux, à trouver leur sens à leur vie. Bon, ils ont leurs problèmes personnels, hein, mais les managers doivent et commencent à se dire, mais en fait, on a parlé des objectifs, oui, on a parlé de mission, je ne sais pas quoi, mais quelle est la raison d'être? Donc, on a inventé la raison d'être dans les entreprises, c'est vachement bien. Et on commence à parler de finalité. C'est-à-dire, non seulement l'entreprise est là pour faire des produits qui vont être vendus à des clients, gagner de l'argent et durer, mais elle a un rôle sociétal, elle a un rôle social, elle a un rôle environnemental, elle a une finalité qui n'est pas seulement de gagner de l'argent. Et quand on réintroduit ces éléments de sens dans l'entreprise, ben d'abord, ça apporte quelque chose aux gens, donc ça c'est important, mais aussi finalement, on n'est plus très loin d'une certaine forme de spiritualité. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez quelques questions à nous poser? Je vais brailler. Pour Bruno Dufay, vous avez évoqué que les braves gens comme nous, qui apportent leurs billets à la banque et veulent un placement un peu éthique, mais ça représente quoi par rapport, je dirais, au volume d'actionnariat de fonds mondial? À 3% près, hein, la réponse, ça suffit. Et juste, ce que vous dites au niveau du sens, etc., m'évoque la manière dont un certain nombre de diplômés, depuis quelques années, ont craché dans la soupe à la remise des diplômes, en disant « allez vous faire voir » un certain nombre de groupes, notamment dans l'agro. On a quelqu'un à l'agro. Vous pourriez en parler mieux que moi. Non, mais moi, sur la première question, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais très très bien. Je ne connais pas les pourcentages. Je connais pas. Mais je suis certain que c'est des pourcentages très petits par rapport au volume des institutions qui investissent. Ceci dit, c'est là où c'est très intéressant. On avait interrogé des investisseurs, des fonds, si vous voulez, hein, qui placent de l'argent, et il m'avait dit, oui, évidemment, il y a beaucoup d'argent qui est drainé par les... Mais il faut aussi que les clients des banquiers, donc les gens comme nous, soient satisfaits. Et soyez conscients que si vous êtes multiplié par 5, par 10, et que tous les ans il y en a un peu plus, ça oblige le banquier, l'investisseur, à changer quand même sa manière de voir. Voilà, donc c'est petit, mais peut faire plus. Alors pour l'agro, vous pourriez peut-être en parler, il s'est passé, c'était il y a 3 ans, non? Non, c'était cette année. Ah ben non, mais il y a eu déjà un premier petit scandale il y a... Une question là. Non, mais en 2 mots, ce dont faisait référence Bertrand, c'est effectivement ce qu'on a appelé les bifurqueurs. Il y a la remise des diplômes à AgroParisTech, on dit on refuse en fait de cautionner un système de greenwashing, donc d'être en fait
la caution de grands groupes en étant dans la RSE, etc. Et puis plus récemment, en début de cette année 2026, il y a eu un mouvement qui a drainé un peu moins d'une centaine d'élèves d'AgroParisTech qui s'est appelé Agro en lutte et qui ont remis en cause un certain nombre de faits établis sur la finalité de leur travail et puis aussi notamment sur la présence de l'ancienne responsable des jeunes agriculteurs au conseil d'administration d'AgroParisTech. Donc on voit effectivement une question de sens et puis effectivement un ras-le-bol de l'hypocrisie du greenwashing. Et en fait ça n'est pas que AgroParisTech aujourd'hui. Et donc voilà, et ça pose une question de sens qui est quand on a eu cette chance d'être aussi bien formé, aussi loin, avec autant d'argent public, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Est-ce qu'on bifurque totalement, donc dans une rupture, ou est-ce qu'on essaye de proposer autre chose dans un autre système ou dans le système? Merci. Alors on avait une question là-bas. Ma question, elle est dans ce sens-là en fait, par rapport aux formations des étudiants. Alors, on a parlé de l'agro, mais je sais pas, il y a les écoles de commerce aussi. Les considérations dont vous avez parlé, dont vous avez témoigné à l'instant, est-ce que ça fait partie des formations des futurs entrepreneurs, justement, ou est-ce que c'est du business administration, simplement, qui d'ailleurs pourraient être très facilement réglés par l'IA, je pense, et donc on pourrait se concentrer sur des choses plus intéressantes qui sont toutes celles que vous avez abordées. C'est une question. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une ingénieure agro en stage, AgroParisTech en stage, pendant 6 mois avec moi. Donc j'ai pu voir son moteur intérieur. Ouais, enfin, en fait, si tu veux, son driver. Voilà, c'est quoi son driver? Mais c'est des gens qui sont effectivement hyper brillants, d'une grande agilité intellectuelle, qui sont capables d'être dans le concret, donc de s'occuper de bêtes et d'agnelage, etc., mais également d'être dans les concepts et de pitcher à des grands clients. Et qui ont la foi, et qui certes ont envie de s'amuser, qui sont tout le temps en soirée, mais c'est incroyable, donc il y a vraiment ce que disaient les jeunes avant, mais j'ai vraiment senti chez cette personne, chez ses camarades, une forme d'être au monde naturellement, il y a une forme de décontraction, et j'ai pas senti de lutte en me disant je suis mal à l'aise, etc. Je pense qu'on va trouver notre place, qu'on est formé et qu'on va y arriver. Donc il y a une forme de confiance quand même. Donc c'est juste le message, il ne faut pas désespérer. Et j'ai trouvé qu'il y avait ces personnes-là étaient ajustées à leur monde. J'ai envie de faire la fête, je suis bien à ma place, j'ai une grande palette de possibilités professionnelles et je me sens capable de trouver mon chemin. C'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Je vais dire un petit peu la même chose, c'est que il y a récemment eu un article dans Le Monde, je crois, qui parlait de ce phénomène et qui disait qu'en fait, oui, on en parle beaucoup, mais c'est un phénomène extrêmement petit et qui ne va pas tellement en grossissant. La plupart des gens se disent plutôt comment je peux, dans le système, y trouver mon compte. Bon, il faut que je me plaise, il faut que je... etc. Mais comment dans le système je peux faire évoluer les choses. Donc j'ai trouvé cet article extrêmement positif, parce qu'il semblerait que le pourcentage des bifurqueurs soit pas ne grandisse pas, mais qu'en revanche ceux qui veulent s'investir dans le système augmentent. Et souvent, je reviens à Laudato Si, on n'a pas cité cette phrase ce matin, enfin tout à l'heure avec Anne, mais on pourrait. Vous savez cette phrase du pape François, c'est « Pourquoi la planète a-t-elle besoin de toi ?» Pourquoi? En fait, c'est pas exactement, je cite de tête, mais c'est à peu près ça. Et souvent, je pense qu'à nos étudiants, on ne met pas suffisamment en évidence le rôle social, sociétal et humanitaire. Le pourquoi, en 2 mots, est vraiment le fond. C'est encore une fois une question de finalité. Oui, je vous passe le micro. Il y a un certain président français, je parle de l'argent, qui avait dit c'est quand même immoral de gagner de l'argent en dormant. Et alors aujourd'hui, quand on regarde un peu les pubs, avec 250 €,
Alors je ne sais pas comment se font les investissements, c'est pas en dormant, c'est tout le temps. Vous mettez 250 € et vous avez au bout de 6 mois 5 000 €, après vous en avez 10 000, vous en avez 20 000. Comment on peut arrêter ça quand j'entends ce cher camarade qui travaille tous les jours avec des équipes, et je sais même que j'ai été élevé, vous le savez tous, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc le front, c'est le travail, c'est l'activité humaine ou intellectuelle, quand on fait de la vente, bien sûr, ou des études, effectivement, je comprends tout à fait tout ça. Mais comment se fait-il qu'on soit tombé, alors je sais très bien qu'on est dans un environnement capitaliste, d'exploitation de l'homme par l'homme, et puis gagner le plus possible. Pourquoi? Pour rien, parce qu'on accumule. Bon là, ça à la limite, j'ai compris, ça reste en place. Mais comment dans nos sociétés aujourd'hui, qu'un gouvernement ou des députés ne peuvent pas interdire ce genre de choses? Enfin, si on est d'accord. Enfin, c'est même plus qu'immoral. Et pourquoi y a-t-il des gens qui se laissent avoir sur des choses aussi grosses que ça? Oui, non, mais c'est un vrai sujet. Mais un autre sujet. Est-ce que c'est vrai déjà? Moi je dis. Je n'ai pas essayé. Non, n'essayez pas. N'essayez pas. Moi je témoignerai simplement aussi que moi je ne place pas d'argent. Voilà. Parce que je trouve que c'est pas quelque chose de bon de faire de l'argent avec de l'argent. Et que mon argent, je vais le prêter à des voisins, voilà. Donc il y a aussi d'autres façons que de placer l'argent. On dit tout le temps, c'est bien de le placer parce que c'est du verre, c'est du chose, mais on peut faire les choses différemment. Si je peux juste, donc, effectivement, ne souscrivez pas à ces produits, hein, c'est de l'arnaque, je le confirme. Mais ça, moi je décalerais juste la question, c'est parce que par rapport à l'accumulation, effectivement, il y a des gens qui sont dans la logique d'accumulation. Mais je poserai juste la question, il est où le bonheur, il est où? Parce que c'est ça la question, c'est comment être heureux au monde. Est-ce en accumulant, ou est-ce en partageant, ou est-ce en faisant? Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut que nous, en tant que chrétiens, on s'interroge. Pas être scandalisé, de toute façon, des gens qui accumulent, il y en aura toujours. Et des gens qui vont gagner plein d'argent en dormant, il y en aura toujours. Mais nous faisons en sorte de rendre notre monde autour de nous meilleur, voilà, en cherchant comment être heureux au monde. Voilà, c'est ma vision des choses. D'autres questions? Vous êtes fatigué? On l'aime. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Donc, merci Bruno, merci Céline, merci Christophe.